avec Florent Rodeau qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Florent. Bonsoir notre invité aussi, je vous présente tout de suite Maxime Leblanc. Bonsoir. Vous êtes responsable Affaires européennes, sport et citoyenneté. Je crois que j'ai un peu tronqué votre titre, mais enfin bon, voilà. En signe 5 en tous les cas, cercle de réflexion. Alors le scandale de la FIFA est tentaculaire, nous l'évoquions il y a déjà 6 mois, il y a eu de nouvelles arrestations aujourd'hui. 2 des vice-présidents de la Fédération internationale ont été arrêtés à l'aube à Zurich à la demande des États-Unis, le Paraguayen Juan Angel Naput et le Hondurien Alfredo Awit Banegas. La FIFA qui, dans le même temps, en attendant l'élection de son prochain président, met en place des réformes censées restaurer sa crédibilité. Maxime, on revient d'abord sur ces arrestations. Elles se succèdent et on a l'impression que c'est une histoire sans fin. Oui, on a l'impression que les États-Unis, avec leur vision un peu toujours messianique du monde et ici en particulier du football, on voit une boîte de Pandore, on voit les arrestations arriver les unes après les autres. On voit surtout des personnes et une culture de la FIFA qui est ouverte, qui sort au grand jour, avec des noms, avec des personnes derrière. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est cette culture de la FIFA qui est là depuis très longtemps. Pour changer la structure, il faudra changer cette culture d'abord, ces arrangements entre amis, ces petits dessous de table. Il faut que la FIFA rentre dans le rang, dans la transparence, dans la démocratie, la solidarité, dans le contrôle, dans une gouvernance correcte, en tout cas ce qu'on attend d'une organisation de cette taille-là. D'où l'importance des réformes en cours. Voilà, ça devient presque une habitude. Chaque semaine, son nouveau rebondissement, son nouveau scandale à la FIFA. On évoquait donc cette nouvelle vague d'arrestations à la demande donc de la justice américaine. Avant de revenir vers vous, Maxime Leblanc, je vous propose justement d'écouter la ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que 8 autres accusés ont accepté de plaider coupables pour leur implication dans le scandale de corruption que nous avons décrit. Après les charges initiales déposées en mai dernier, ces accusés se sont manifestés et ont reconnu leurs responsabilités pour leur comportement criminel. Loretta Lynch qui ajoute qu'en tout, ce sont 16 responsables qui ont été inculpés, donc on voit bien que ce n'est pas la fin du tunnel. Ma question est la suivante, existe-t-il des responsables qui n'ont rien à se reprocher à la FIFA? Est-ce que cela existe? Je crois que ce sera un des défis du futur pour la FIFA, de trouver les bonnes personnes pour les mettre au bon endroit. Je pense qu'il y a une culture à la FIFA qui est celle de la corruption et des arrangements entre amis. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont compétents dans cette organisation. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Et surtout, on parle beaucoup de la FIFA et de ses dirigeants. On parle assez peu aujourd'hui des sponsors de la FIFA qui vont avoir un rôle absolument primordial à jouer dans les semaines à venir. Nike, Coca-Cola, voilà, les grandes marques. Qui ont mis la pression déjà un petit peu sur la FIFA, qui veulent aussi, pour leur image, un petit peu se départir de cette organisation-là. Donc, les sponsors et leurs demandes vont être quelque chose d'extrêmement important dans les prochaines semaines. Et vous pensez que les sponsors peuvent réellement se retirer de leur partenariat avec la FIFA ? Je crois qu'aujourd'hui, la FIFA, on l'a bien vu, c'est une organisation qui travaille sur l'argent, sur l'économique, même si évidemment c'est une organisation privée, une association à but non lucratif. C'est toujours intéressant à rappeler. Sous l'ère Blatter, on a vraiment un trésor de guerre qui s'est créé avec cette marchandisation du football et avec l'arrivée de tous ces sponsors. Donc c'est quelque chose qui touche au cœur du système de la FIFA, au cœur de ces systèmes de rétribution et d'arrangement entre amis, au cœur de cette vraie culture. Donc pour changer l'organisation de la FIFA, pour amener vers cette bonne gouvernance, cette transparence, cette solidarité et ces mécanismes de contrôle, cette séparation des pouvoirs, si on touche à l'argent, on touche au pouvoir. Alors on l'a bien vu, le dernier exemple c'est ce matin avec 2 responsables sud-américains qui ont été inquiétés. Est-ce que l'Amérique du Sud a un problème de corruption plus important que les autres continents? C'est souvent la fédération brésilienne est en plein cœur du scandale également. Je ne crois pas qu'il y ait de différence entre tous les continents. Je pense que le football reste quelque chose d'extrêmement important dans le cœur des gens et a un impact sociétal extrêmement important dans tous les pays, qu'on soit en Amérique du Sud, en Europe ou même aux États-Unis. On voit que c'est le pays historiquement qui attacherait peut-être le moins d'importance au football qui vient sanctionner l'institution. Les États-Unis qui sont plus attachés à la NBA, à la NFL. C'est pas, la relation États-Unis-football n'est pas naturelle, mais elle est quand même présente parce que c'est quelque chose qui a un impact mondial énorme, un impact médiatique, social, dans le cœur des gens, partout à la télé, chez les enfants. Donc, la différence géographique, je pense qu'elle n'est pas là. Surtout une différence de culture dans des gens qui sont arrivés à des postes à responsabilité et à qui on propose aussi, on crée les conditions pour que ces gens soient corrompus et détournent un peu le système.
Alors, en parallèle de ces interpellations avait lieu le comité exécutif de la FIFA, l'occasion pour Issa Hayatou, le président par intérim, de dévoiler quelques pistes de réforme. On va d'ailleurs les découvrir à l'antenne. Pensez-vous qu'elles verront le jour, ces réformes ? Alors, c'est une très bonne marche, c'est une bonne étape, ces réformes vont dans le bon sens. Évidemment, ce qu'on peut noter, c'est que c'est des réformes qui sont proposées par la FIFA et par des gens qui sont déjà dans ce système, qui font tourner l'institution depuis des années. Donc on peut être un petit peu sceptique. Et on peut être sceptique également sur le fait que ces réformes arrivent le jour où on a d'autres arrestations. Est-ce qu'il y a un effet d'opportunité? Est-ce qu'il y a une coïncidence? Il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus, mais avec ce qui se passe à la FIFA, on n'est plus étonné de rien aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, Maxime Leblanc, d'être venu sur ce plateau pour nous donner ces éléments d'analyse qui nous permettent effectivement de mieux comprendre tout cet enjeu qui tourne autour de la FIFA, un enjeu international. Sur le plan des matchs, du terrain, parce que ça se joue quand même, avec la 16e journée de Ligue 1, ça donnait quoi? Et l'épilogue de cette 16e journée opposée ce soir, Rennes et Marseille. Et ce sont les Marseillais qui s'imposent en Bretagne. Un succès sur la plus petite des marges, 1-0. Le but est signé Rémi Cabella, son premier sous les couleurs olympiennes. Avec cette victoire, l'OM remonte à la 8e place et compte 22 points. À noter les blessures de Lassana Diarra et Romain Alessandrini sortis à la pause. Rennes, en revanche, dégringole à la 10e place de la Ligue 1. Dans les autres matchs disputés hier, Toulouse s'est réveillé sur la pelouse de Troyes. Une victoire 3-0 qui a scellé le sort de l'entraîneur troyen Jean-Marc Furlan. Succès également des Lillois, 1-0 face au Verts de Saint-Etienne. Reims, Bastia et le Gazélec Ajaccio s'imposent et remontent au classement. En revanche, Bordeaux continue sa descente aux enfers. Les hommes de Willy Sagnol sont 17e de la Ligue 1. Du rugby avec Mathieu Bastaro qui s'engage 50 plus avec son club. Et oui, le centre international a effectivement prolongé son contrat avec Toulon. C'est la première fois que le club offre un bail aussi long depuis que Mourad Boudjelal en est le président. Mathieu Bastaro arrivé en fin de contrat, en fin de saison, et il est donc désormais lié au club varois jusqu'en 2021. Et puis notre invité évoquait tout à l'heure la NBA. On va aux États-Unis pour en parler avec la victoire de l'année dernière pour San Antonio. Voilà, les Spurs de Tony Parker se sont montrés intraitables hier sur leur parquet. Ils ont corrigé les Milwaukee Bucks sur le score de 95-70. Une rencontre qui a permis au coach texan Greg Popovich de faire tourner. Cela n'a pas empêché l'inusable Tim Duncan, 38 ans, de signer un double-double avec 16 points et 10 rebonds en 20 minutes de jeu. Côté français, Boris Dio s'est signalé en inscrivant 11 points en 25 minutes. Les Spurs, toujours deuxième de la conférence Ouest, derrière Golden State et leur série impressionnante de 20 victoires pour débuter la saison. Je vous remercie beaucoup Florent pour ce journal des sports. Merci encore à vous Maxime Leblanc d'être venu à cette heure tardive sur notre plateau.